la situation de harcèlement de rue à Bordeaux-Cartierville, je trouve pas qu'elle a comme nécessairement évolué, mais je trouve qu'elle a pas changé. Je trouve qu'à Bordeaux-Cartierville, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Surtout à Grenay. Vous allez voir partout, tout le monde va dire Grenay. Parce que cette rue, je ne sais pas si j'ai tous les détraqués mentaux dans cette rue, mais tu passes, on t'appelle pour ton argent, pour ta nourriture, pour ton corps, pour tout, tes cheveux, tout. Moi, maintenant, je passe plus là-bas parce que moi, je tiens à ma vie. J'ai pas envie de mourir. Je suis jeune, j'ai juste 16 ans là. Je dois continuer ma vie. Je dois kiffer ma vie. Là, je passe plus là-bas sans un adulte ou sans un mec. Parce que même si t'es avec 2 filles, ils vont continuer. À Bordeaux-Cartierville, il y en a trop. Moi, c'est Sarina. Avant tout, je suis une ancienne jeune de Bordeaux-Cartierville. J'ai grandi ici quelques années. Et puis, j'ai décidé de revenir dans le quartier pour travailler ici après mes études. Fait que maintenant, je suis coordonnatrice ici à la Maison des Jeunes. On peut faire une définition simple du harcèlement de rue. On peut le comprendre comme tout propos, attitude, comportement qui est intrusif, insistant ou non sollicité, qui est fait important, par une personne qui est inconnue et dans un endroit public. Donc, ça peut être un musée, une bibliothèque, l'arrêt d'autobus, un parc, par exemple. Donc, ces 3 éléments qui sont importants pour définir le harcèlement de rue. Et ce qu'il faut voir dès le départ, c'est que c'est une violence. Une violence qui peut comporter toutes sortes de formes, des formes qu'on dit souvent peut-être plus graves parce qu'elles mènent à une criminalisation, comme par exemple des attouchements non désirés, prendre des photos à l'insu des personnes, par exemple, dans les transports en commun. Mais ça peut aussi comprendre des formes qui sont vues comme plus subtiles, plus ordinaires, qui sont en fait banalisées, comme par exemple le fait de se faire fixer, le fait de se faire poser des questions déplacées ou intrusives ou d'avoir des comportements, de recevoir des commentaires qui sont déplacés. Donc, le harcèlement de rue, ça comprend un large spectre de formes et c'est important de le comprendre que ça peut aller de la criminalisation au fait un petit peu plus considéré comme banal. De garçons ici, je sais pas, avec le froid ils sont partis un peu là, mais ils vont probablement revenir en été. Eux, c'est super malaisant. Je sais, et des fois je rentre tard le soir, genre vers 18h, 20h contre l'école. Je passe pas par ici parce que je sais qu'ils vont juste trop me dévisager. Du coup, je dois faire le tour de l'autre côté, le tour de la patinoire parce que je déteste ça. Ouais. Ils sont nombreux, on dirait qu'ils t'attaquent du regard. Les débuts du projet Fiche-moi la paix, ça a vraiment commencé avec les jeunes qui nous ont fait des témoignages, qui ont vécu de l'harcèlement de rue dans le quartier, sur la rue Grenay, Salaberry. Ils nous ont reporté avoir vécu de l'harcèlement de rue en soirée. Et puis ça nous avait quand même mis à l'alerte. Donc, normalement, à la Maison des Jeunes, notre mission, c'est surtout de travailler avec les jeunes de 12-17 ans, dans tous les aspects, en fait. Que ce soit au niveau développement personnel, au niveau connaissance de soi, où on est là pour les aider que ce soit pour leur travail à l'école, que ce soit pour les devoirs. Donc, c'est un lieu, en fait, un milieu de vie. Personnellement, oui, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle une fois, je marchais avec une de mes amies, elle n'est pas ici, et là, on marche vers Messi ici, on s'en allait chez nous, et là, on voit quelqu'un qui a pas de chandail et qui a l'air, qui a bu.
Et le gars, il marche vers nous. Nous, on s'est dit, OK, il va passer son chemin. On passe notre chemin. Mais à un moment donné, on recule. Il recule. On court. Il court. On a tapé le sprint de notre vie. Et Pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans le projet Fiche-moi la paix, moi et ma collègue, on fait des dîners-causeries sur l'heure du midi. On fait ça en mode plus zen, relax, on parle, on jase, on mange, puis on parle des différents sujets qui englobent l'harcèlement de rue. On parle aussi de la discrimination, parce qu'on sait que c'est souvent des gens qui ont de minorités visibles qui vont être plus ciblés à l'harcèlement de rue. On parle aussi d'intimidation, on parle d'harcèlement. Fait qu'on parle de différents sujets aussi, ainsi que le racisme. Fait qu'on englobe tout le thème de l'harcèlement. C'est quoi l'harcèlement de rue pour toi? Là, c'est le mot de rue. Oui. Pour moi. Ouais, tu peux ne plus prendre les mêmes moyens de transport. Tu peux avoir peur des personnes qui avaient autour de toi alors que de base, tu es une personne sociable. Ouais. Le mot harcèlement de rue, c'est un nouveau comme terme qui vient de commencer. Et puis c'est ça, fait que pas tout le monde est au courant. Puis souvent, les gens, ils banalisent l'harcèlement de rue. Donc moi, en tant que jeune garçon, jeune homme, je n'ai pas personnellement subi de harcèlement de rue à proprement parler, mais j'entends souvent, énormément même, beaucoup de mes amies filles qui en ont subi, qui doivent adopter beaucoup de stratagèmes quand ils sortent en soirée ou quand ils sortent en général. Non, moi je n'ai pas à réfléchir sur le trajet sur lequel je vais rentrer. Est-ce qu'il y a certaines rues que je veux éviter? Je n'ai pas à réfléchir au niveau de ma tenue, sur ce que je vais porter. Je n'ai pas à réfléchir au niveau de mon look, de l'attitude que je dégage, ou de changer de rue dans certaines soirées, ou de mettre des écouteurs pour ne pas être abordé par des personnes. Tout ça, c'est des exemples de choses que beaucoup de mes amies filles ont subies dans leurs dernières années en tant qu'ados et jeunes femmes. Je m'appelle Isabelle Courcy, je suis professeure au département de sociologie à l'Université de Montréal. Mes travaux portent principalement sur l'inclusion sociale des personnes neurodivergentes, mais je m'intéresse aussi aux mécanismes sociaux de l'exclusion, par exemple la stigmatisation, la discrimination et aussi le harcèlement de rue. Je suis aussi la chercheure qui a mené la recherche populationnelle, une étude de grande ampleur auprès de 3000 Montréalais et Montréalaises qui a été publiée en 2022 sur le harcèlement de rue à Montréal. Moi, j'ai déjà vécu de l'harcèlement de rue. C'était il n'y a pas très loin d'ici, à 5 minutes d'ici. Je marchais et tout, j'étais habillée. Déjà, moi, je suis assez masculine dans l'habillement. Donc, je marchais et tout. Et là, il y a une personne qui me dit ça va et tout, ma belle. Est-ce que tu as Instagram, tu as Snapchat, tout ça? Moi, je dis non parce que j'ai pas envie, je ne vais pas te donner mon truc. Après, il me dit non, si, tu vas me donner et tout. T'es une meuf, tu ne veux pas te marier, tu ne veux pas avoir des enfants, tu ne veux pas avoir un mec. J'ai dit non. Et là, la personne commence à m'insulter des gros mots. Déjà, moi, j'ai commencé à l'insulter aussi parce que moi, tu ne m'insultes pas. J'ai dit non, tu ne m'insultes pas. Je
comme ça mais c'était assez pénible parce que je me suis dit, je suis pas tout ça, genre, je suis pas juste celle que vous voyez à l'extérieur. Apprenez à ne pas voir les gens et comment on dit ça, un truc, vouloir toujours parler avec eux juste parce que vous avez vu quelque chose sur eux. La personne ne veut pas, t'es pas son type, t'es pas son attirance, elle veut pas te parler, arrête de continuer. Ça traumatise certaines personnes. J'ai déjà vécu, je le vis encore, mais juste j'ai appris à vivre avec parce que je me dis, ça risque pas de se terminer maintenant. Bien, les résultats saillants qui sont ressortis de la recherche, c'est en fait, on a eu un chiffre. 65% des répondants, des répondantes ont dit avoir vécu une forme ou plusieurs formes de harcèlement de rue durant l'année 2020 et 2021, donc c'est énorme. Et certains groupes étaient plus à risque, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui rapportent en avoir vécu plus souvent que d'autres, notamment les personnes de la diversité de genre, donc par exemple les personnes non-binaires, les femmes, les personnes de la diversité sexuelle, les plus jeunes aussi, les plus jeunes répondants-répondantes, les personnes racisées ou autochtones, ou encore les personnes en situation de handicap. On fait plus référence à une femme parce que c'est la plupart du temps, c'est elle. De base, c'est elle qui le vivent, on va dire. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais comme on l'entend plus d'une femme, c'est vraiment rare qu'on l'entend d'un homme. Honnêtement, je pense que c'est souvent les femmes. Souvent les femmes parce que les femmes sont... Ben, la majorité d'entre elles, je dirais pas, je regrette de le dire, mais elles ne peuvent rien faire contre les gars. Du coup, en sachant que les gars, ils sont majoritairement courageux et puis arrogants et très honnêtes, ils diront des trucs aux filles par rapport à leur physique, par rapport à leur physique généralement, ou bien leur personnalité, et ils vont le dire d'une manière très honnête pour que la fille soit calmée, puis genre, comment dire, affaiblie. Je m'appelle Émile. Je travaille à la Maison des Jeunes depuis 4 ans maintenant. Donc actuellement, j'ai le poste de directeur de service aux jeunes. Moi et mon collègue Émile, on a comme rassemblé les jeunes qui nous ont parlé de l'harcèlement qu'ils ont vécu. Oui, ça va? Quand nous avons commencé ce projet Fiche-moi la paix, la plupart des personnes avec lesquelles j'avais parlé, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les filles qui sont rendues genre au collège ou que ce soit des personnes, les mamans qui travaillent, tout le monde me disait que ils ne peuvent pas se sentir en sécurité quand ils marchent dans le quartier. Espèce de blédard. Parce qu'il m'a répondu, je marchais, comme l'enfant que je suis. Je marchais, je rentrais chez moi. Et là, après, il y avait un gars, et il vivait dans mon quartier. Je pense maintenant qu'il a déménagé parce que je ne le vois plus. Il vivait dans mon quartier. Il avait essayé de me parler plusieurs fois, mais je n'étais pas intéressée parce que j'ai des high standards, tu vois. Et là, après, le gars, il est venu, il a parlé et tout. Et là, moi, en fait, je me suis vraiment emportée. Fait que je l'ai sorti un accent bien... J'ai surjoué l'accent, vraiment. Et là, il m'a dit, oh, t'es vraiment une blédarde. J'ai souvent été témoin de situations de harcèlement de rue, donc des commentaires sur les vêtements que les personnes, mes amis portent, sur leur corps, sur leur démarche, sur leur façon de s'habiller, etc. Puis c'est souvent d'essayer de s'interposer, peut-être de démontrer qu'il y a une présence masculine dans l'environ pour essayer de désaltérer la situation. Puis souvent, ce qui fait, c'est que mes amis vont juste simplement ignorer le commentaire pour continuer leur chemin par peur de commencer à en créer un problématique. Un gars peut être harcelé, une meuf peut être harcelée, n'importe qui. Demain, ça peut être toi, demain, ça peut être encore moi, n'importe qui. En ce qui a trait aux personnes qui commettaient les actes ou les commentaires, les paroles liées au harcèlement de rue, c'était le plus souvent des hommes qui avaient été identifiés, qui étaient décrits comme étant les auteurs du harcèlement de rue. Les gars qui essaient de... Certains gars qui essaient d'accoster les filles dans la rue. Par exemple, il y a des gars, ils accostent les filles dans la rue, la fille la recale, maintenant ils vont commencer à dire que la fille est moche, que c'est une ci, c'est une ça. Alors qu'au début, ils ne pensaient pas à ça, juste ils ont un peu la haine que la fille les recale.
Idéalement, c'est d'arriver à faire comprendre aux garçons que c'est ce genre d'enjeu, c'est ce genre d'approche qu'il faut éviter. Maintenant, je pense qu'il y a probablement d'autres enjeux qui sont derrière ce genre de comportement à l'extérieur. Je n'ai pas envie de dire que c'est culturel, mais c'est plus dans les pratiques, dans la manière d'aborder une fille qui vous intéresse dans la rue. Je pense qu'il y a quand même une certaine manière à sensibiliser les jeunes, à sensibiliser les garçons pour peut-être avoir des approches moins harcelantes. La cyberintimidation, ce n'est pas ce qu'est la personne qui nous intimide et se cache derrière ses faux comptes. Ce n'est pas comme l'intimidation physique et verbale. On sait ce qu'est la personne. On peut régler le problème vite. C'est ça. Mais la cyberintimidation, c'est un petit peu difficile. Surtout avec les réseaux sociaux maintenant. Quelqu'un partage une vidéo ou des photos, par exemple. Le problème est devenu comme public, pas entre les deux, la victime et la personne qui intimide. Donc maintenant, vraiment, il y a des grands problèmes. On voit des personnes qui sont suicidées à cause de l'intimidation, de la cyberintimidation. J'ai déjà vécu de l'harcèlement. Il y a une fois, ma première année ici au Canada, où j'étais allée au métro Berry-UQAM payer ma carte puce. Et du coup, il y avait un mec là-bas. Bon, moi, je ne l'avais pas calculé. Je ne savais même pas qu'il était là. Puis, le monsieur, il est venu vers moi. Il a fait comme s'il voulait un renseignement et tout, et tout, et tout. Moi, j'étais comme, ah non, je ne connais pas, et tout, et tout, et tout, et tout. Puis, il m'a demandé est-ce que j'ai un numéro de téléphone et tout. C'est vrai qu'on ne donne pas son contact aux inconnus comme ça et tout. J'ai dit non, j'avais pas. Mais il était tellement insistant. J'ai donné pour genre me débarrasser. J'ai pas donné mon numéro de téléphone, j'ai donné parce qu'il m'a dit ok, t'as pas de numéro, t'as un snap. Il m'a écrit, j'ai pas répondu et tout. Quand le monsieur il a vu qu'il m'écrivait, je répondais pas et tout, il a lancé un appel vidéo et tout. Et vous savez, sur Snap, quand vous lancez un appel vidéo, tu peux voir ce que la personne est en train de faire en lançant l'appel vidéo et tout. Et lorsqu'il a lancé l'appel vidéo, il a filmé son pénis, vous voyez. Genre sur l'appel, c'était son pénis qui était là. Et moi, ça m'a choquée en fait. Les instituts que je pense qui protègent, si on veut dire. La police, en général, on dit la police nous protège et tout, mais la police, quand tu n'as pas de description concrète, tu n'as pas de nom à donner, il t'ouvre un dossier, mais ça ne va pas loin parce que c'est quand même... Ça peut être n'importe qui. Hey, voici un autre sujet, la police. Moi, je vous dis, la police, elle agit, mais pas assez. Je vous dis. Moi, j'ai un exemple. Il y a une pote, elle a vécu du harcèlement. Secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Elle a porté plainte anonyme. C'est un gars, mais on va dire elle, c'est pas grave. Elle a porté plainte. Ils sont allés à la police. Elle a fait sa déposition et tout ça. Ils sont allés voir la personne qui l'harcèle. Ils ont demandé à la personne que c'est pas sa personne, son point de vue. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à la personne de faire une lettre d'excuse. Une lettre d'excuse. Alors là, c'était moi, je n'allais pas accepter. Une lettre d'excuse pour s'excuser de tout ce qu'ils avaient fait. 3 ans. Lorsqu'un policier est interpellé pour une situation d'intimidation, il doit d'abord déterminer si une infraction criminelle a été commise ou est sur le point de l'être. L'intimidation peut prendre différentes formes. Un voie de fait, un harcèlement criminel, des menaces ou une communication harcelante. Si la preuve est jugée suffisante, un dossier sera déposé à la Cour. Lorsque l'auteur est un adolescent, le procureur pourra soumettre le dossier au programme de sanctions extrajudiciaires. Ce programme vise la réparation auprès de la personne victime, à l'auteur à reconnaître ses actes tout en évitant la judiciarisation. Si le comportement reproché n'est pas de nature criminelle mais risque de le devenir, une intervention préventive pourra être réalisée afin de le sensibiliser aux conséquences possibles de ces gestes. Fait que les policiers, ils nous ont quand même aidés là-dedans. Ils ont même offert des ateliers aux jeunes par rapport à ça. Fait que après ça, on s'est dit, OK, ben ça, c'est pas suffisant juste de parler aux policiers. Les écoles ont aussi leur part à faire.
Je pense que des ateliers de sensibilisation sont nécessaires. Il y a toutes sortes de façons dont ça pourrait bien s'introduire dans le cursus scolaire. Et c'est des thèmes qui, de toute façon, sont vraiment prédominants dans le vivre ensemble aujourd'hui. Personnellement, je considère que l'école, il ne nous protège pas bien et tout, de l'harcèlement et tout. Parce que même des fois, tu as des situations, je me rappelle que, pas moi, mais j'ai une amie qui avait vécu une situation d'attouchement et tout, et puis qu'elle avait signalé, et je ne veux pas dire le nom de l'école secondaire et tout, mais qui avait signalé à une intervenante et tout. Ils ont juste dit, oh, mais c'est juste une blague entre jeunes. À l'école, il faut avoir une force mentale de malade. Parce que l'école, ce n'est pas seulement les études, déjà les études te stressent. Et en plus, tout le monde te fatigue à cause de tout. L'harcèlement à l'école, il y en a trop. Il y en a beaucoup. On va pas vraiment en entendre parler tous les jours. Ils vont peut-être faire des rappels pour te dire que oui, c'est pas bien de faire ci, faire ça. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui le vivent et qui n'en parlent pas. L'intimidation, on doit en parler. Il n'y a pas de solution miracle. Si on l'avait, la solution, on l'enseignerait. Je pense que l'école pourrait encore plus parler de ça, de parler de l'intimidation sur les réseaux sociaux, de parler... Mais des fois, je trouve que l'école est dépassée par d'autres problèmes. J'ai bien aimé comme retombée du projet, c'est que je vois que les jeunes, ils ont un esprit critique. Puis, tu sais, on dit tout le temps, ah, c'est des jeunes, ils s'en foutent, ou, tu sais. Mais non, ils s'en foutent pas. Puis, ils ont un esprit critique. Ils savent qu'est-ce qui est bien, puis qu'est-ce qui est pas bien. Puis, ils ont des opinions sur plein d'injustices qui se font dans le monde. Puis, tu sais, ils sont pas écoutés, tu sais, par les adultes. Fait que, tu sais, je me trouve comment dire, cool de pouvoir qu'eux, ils se sentent assez à l'aise de partager ça avec moi, puis que moi, je leur donne l'espace pour les écouter. Ce serait vraiment difficile de donner une solution à l'harcèlement. Il faudrait que, genre, à chaque fois que tu veux poser un acte, de réfléchir aux conséquences, que ce soit... Ou à chaque fois que tu veux dire un bail, de réfléchir aux conséquences, que ce soit sur toi, et déjà aussi sur la personne sur qui tu poses l'acte. Et aussi sur l'entourage de la personne. Toujours on m'a dit, dès que tu fais quelque chose, tu parles. Donc, dès que je fais quelque chose, je parle. Parlez à vos parents. Vos parents, ils vont jamais vous abandonner. Vos amis, ils peuvent être hypocrites, ils vont vous abandonner. Mais vous pouvez leur parler aussi parce qu'ils peuvent vous aider dans certains moments. Mais parlez à vos parents. Parlez. Il faut que vos parents envoient des pavés, sinon ils ne vont rien faire. Oui, parlez. Oui, c'est ça. Ma parole, c'est la seule chose. C'est genre un truc que Dieu m'a donné, que j'essaie de m'en servir à bon escient chaque jour que Dieu fait. Ma parole, pour moi, c'est ça que j'essaie de prendre pour avoir le contrôle sur moi-même. Je m'exprime de cette façon-ci pour pas que d'autres personnes me pensent que je suis faible et qu'ils peuvent essayer de me dominer. Je parle pour que les gens puissent comprendre que de la même manière que tu penses que tu es supérieur à moi, je vais te montrer 10 fois plus que je vaux plus que toi. C'est de mobiliser à nouveau la communauté parce que souvent quand un problème, on n'en parle pas, les gens commencent à l'oublier, puis pendant qu'on oublie, il y a des gens qui vivent quand même l'enjeu, qui vivent le problème, même si on n'en parle pas. Donc il faut toujours le ramener sur le tapis. Et moi, tout ce que j'ai, c'est que ma voix.